Ok, salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, je voyais sur le Média pour tous une petite vidéo sur l'hôpital. C'est un des sujets qui m'importe le plus, donc ça va être intéressant. Toujours en rapport avec l'AFM et les possibilités d'amélioration. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, attendez, il faut que je check quand même si le son est pas trop mal. Je crois que pour avoir un meilleur son, il va falloir que je fasse ceci. Ouais, c'est bon. Bonjour madame. Dites-moi, Oui, que se passe-t-il dans les hôpitaux? dans les hôpitaux, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de personnel, on ferme des lits, on peut plus se soigner, on n'arrive plus à avoir de rendez-vous avec les médecins. Ok. Donc déjà, est-ce qu'on est d'accord avec ce constat? Probablement oui. Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de personnel. Euh, En fait, je vais vous prendre un exemple de la kinésithérapie. En kiné, vous devez avoir à peu près genre 20 minutes par patient minimum, quelque chose comme ça, euh, légalement. Et en fait, on vous donne beaucoup trop de patients. En fait, on compte vos horaires comme si il y avait des téléportations entre vos patients et que vous n'avez même pas à dire bonjour à quelqu'un, etc. Ça va être directement d'un patient à l'autre. Ce qui fait que rien que en pensant comme ça, c'est stupide. On est d'accord, c'est complètement con. Et, et en fait, on peut pas remettre ça en cause. Pour ça que le but, c'est quand même d'avoir des démarches qui sont sensées, quoi. Et dans un monde qui est autant centralisé comme celui qu'on vit en France avec Paris, eh ben, les décisions, elles sont même pas prises localement et ça n'a vraiment... C'est-à-dire, on se retrouve avec des incohérences comme ça, alors qu'on devrait pouvoir dire, bah voilà, écoutez, c'est pas possible de faire comme ça, on va prendre plus de temps, et puis s'il y a pas assez de gens, bah, on va recruter des nouveaux kinés, des APA, peu importe. On n'a plus d'infirmières pour faire fonctionner les services. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est la santé des Français qui est en danger. Quelle est la... Vous savez, le pire dans tout ça, et je suis d'accord avec cette personne, c'est que euh, les infirmières, moi j'ai vu du coup en clinique, enfin même à l'hôpital, je veux dire, en fait, comme les infirmières, elles avaient tellement pas de temps pour aller. Putain, je sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge. Elles avaient tellement pas de temps pour s'occuper des patients qu'en fait, ça créait de la maltraitance. Et ça, c'est terrible pour plusieurs raisons. C'est que les infirmières, enfin les infirmiers, ils n'ont pas envie de maltraiter les patients, mais ils n'ont pas le choix parce que. Imaginez qu'un patient, voilà, il vous fait une crise. Et dans votre horaire, on vous dit, bon, bah voilà, t'as 10 minutes par patient, et les crises, ça peut durer longtemps, ça peut être problématique. Donc tu vas forcer le coup, tu vas commencer à être méchant, adopter des certaines postures. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, le métier n'est pas adapté à avoir une relation saine entre les patients, etc. Alors que c'est, à la base, quand même, un des métiers les plus proches socialement des patients. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc il faut absolument avoir plus d'infirmiers et qui travaillent moins longtemps. Et en plus, si on fait ça, magie magie, on a moins de chômage. Donc, et en vrai, être infirmier, c'est pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est être infirmier dans les conditions actuelles, à savoir travailler comme un dingue. situation en pédopsychiatrie? Eh ben, on manque de personnel, Faut du changer. coup on peut même plus partir en formation. On n'a plus tellement les moyens de penser des projets de soins pour les enfants, soigner les gens en humanité, Moi, j'ai rien à ce dire. qui est la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce travail au Ouais, départ. ça fait vrai. Donc on est fatigué, alors qu'on est à 3 semaines de la rentrée et on a vraiment besoin d'arrêter la politique du chiffre déjà, parce que c'est pas comme ça qu'on soigne les gens, qu'on prend soin de la Ça, population. c'est fou, vous voyez, parce que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, quand je donne mes idées aux gens, etc., personne n'est pour une politique du chiffre. Les gens, de manière générale, ne sont pas pour une compétitivité à outrance, etc. Ils sont pour une espèce d'humanisation de la société dans laquelle les rapports de force doivent être beaucoup plus discutés, beaucoup plus libres de pouvoir en parler, etc. Dans lequel il n'existe pas des élites inatteignables, en fait. Et, euh, et on a ce constat de la réalité, mais en fait, on ne fait aucune décision au niveau politique. Donc, quels sont les leviers que l'on a pour faire tourner la politique? Est-ce que c'est vraiment d'aller voter? C'est complètement stupide, en fait. Quand on vote, on n'a aucun pouvoir. On a besoin d'être On a un faible pouvoir. plus nombreux et que on puisse être un peu libre de nos façons de travailler, arrêter de remplir des tableaux Ah oui, ça c'est... et de répondre à des protocoles, mais plutôt
On a une formation professionnelle, donc on est capable d'organiser le soin en équipe. Et voilà, on subit les injonctions. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, vous vous rendez compte, où bon, on fait des études, ça dure longtemps quand même, hein, les études, ça va jusqu'au master, etc. Où on apprend comment est-ce qu'on peut... En réalité, je trouve qu'on apprend plus à apprendre que réellement à faire des choses. Mais ce qui est important, c'est justement cette variation. J'en ai parlé dans une théorie, mais c'est un peu des mutations. Si vous voulez, comment on appelle ça, en machine learning, par exemple, il existe certains modèles qui sont considérés comme naturels, qui reprennent certains éléments de la génétique, avec par exemple des mutations aléatoires, ou la création d'enfants, etc. Et c'est ça qui est très important, c'est que pour savoir comment améliorer un système, la manière la plus rapide... Enfin, il existe différentes manières d'y arriver, mais la manière la plus optimisée, c'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Et pour vous prendre l'exemple du machine learning, si vous faites un modèle qui n'a pas une pensée d'optimisation, mais qui cherche juste à avoir un résultat, en fait, il n'est pas du tout utilisable dans la vie réelle. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait en fait avec l'hôpital ou ce genre de choses. On crée des espèces de grilles pour que tout corresponde, pour qu'on puisse machin, mais c'est pas optimisé. En fait, il faut laisser les gens être comme ils sont. Si quelqu'un est fort pour le sarcasme, il faut qu'il utilise le sarcasme dans sa vie de tous les jours. Sauf que si vous êtes sarcastique et que vous faites des études de soignant, vous verrez que on va vous le reprocher pendant très longtemps. Et cette incohérence, elle est problématique. Il ne faut pas faire rentrer les gens dans des grilles. Nous sommes des humains, chacun est différent. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de se baser sur les forces de chacun afin de créer des enfants, des enfants, je parle des modèles, qui, eux, soient davantage pertinents. Administrative, c'est très usant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sans soins. Et voilà, ça c'est un autre problème de la France, enfin de la France en général et de plein d'autres pays, c'est qu'on est tellement rentré dans une démarche de il faut améliorer les soins que on n'a même plus le côté est-ce que les gens apprécient leur métier. Dans le soin, ce n'est plus le cas. Ce qui compte, c'est le patient, le patient, le patient. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que ce qui compte, c'est les deux. C'est-à-dire que un kiné, par exemple, qui est heureux, va traiter bien les patients. Un kiné qui est triste va maltraiter les patients. Et c'est ce qui se passe parce que les gens dans les hôpitaux sont tristes. Ils restent sans soins et qui n'accéderont jamais aux soins. Des enfants qui sont dans des situations d'urgence, des petits avec des troubles de la communication gravissimes qu'il faudrait prendre en urgence au moins 2 fois par semaine et ce serait un minimum. Et il y a plein d'enfants qui restent en rade, qui n'accéderont jamais aux soins en orthophonie. Il y a des comités d'action dans tous les hôpitaux. La situation, elle est dramatique partout. Il y a les urgences qui sont fermées. Il y a les personnes qui ne peuvent pas accoucher. On les envoie. Il y a eu quand même un bébé qui est mort, parce qu'on l'a refusé dans un hôpital. Mais ça, c'est fou, parce que ce problème-là, que tout le monde décrit, etc., il ne coûte même pas d'argent. Former davantage de médecins, ça ne coûte même pas d'argent. À la limite, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est une baisse de la qualité des médecins. Mais on est tellement dans une problématique de quantité que la qualité, en réalité, est largement derrière la quantité. Si on avait suffisamment de médecins, déjà, on pourrait voir est-ce qu'on pourrait améliorer le niveau de ces médecins-là. Et je ne pense pas que médecin, dans beaucoup de cas, soit un métier qui soit compliqué. Dans le cas de la chirurgie, c'est un peu différent, ou des métiers très très spécialisés. Mais par exemple, quand vous allez voir votre médecin, je ne pense pas qu'on ait besoin que ce soit quelqu'un qui ait une mémoire incroyable ou un QI extrêmement élevé. Il faut avoir les outils qui permettent aux médecins d'avoir des réponses fiables. Ces outils-là, ils ne demandent pas une intelligence démesurée. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment ces outils-là. Quand je pense à ces outils-là, moi je suis fan des arbres de décision comme outils, c'est-à-dire permettre à un médecin de rentrer des symptômes ou des signes d'un patient afin d'en tirer statistiquement des probabilités de ce qui peut se passer. Parce que ça peut aider à la prise de décision sans remplacer le médecin complètement. Et si on arrive à développer ces outils-là, on pourrait accepter une perte, en gros, de l'intelligence de ces médecins-là, puisque les outils compenseraient cette perte. Et la quantité compenserait largement les problèmes que l'on observe aujourd'hui. Et envoyé dans un autre hôpital. Et le temps, c'est trop tard. Donc, c'est une situation dramatique. Après, pour défendre et quand si même, la population ne se soulève pas, on aura... les exemples sont pas forcément, je trouve,
très pertinent, parce qu'un enfant qui meurt, parce que... Bah, ça... Enfin, je veux dire, les exemples, il y en a à l'appel de patients bien traités aussi, donc c'est un peu... Une médecine à J'ai du mal avec, l'américaine. forcément. Les riches peuvent se soigner correctement, bien, quand il faut, Ouais, vite fait. c'est vrai. Les pauvres, Les ils cliniques. attendent qu'il y ait une place. Ça, c'est Et vrai. peut-être que bientôt, il n'y aura plus Des d'hôpitaux classes avant toutes publics. les autres luttes. Donc voilà, c'est ça la médecine à l'américaine. La privatisation. Dites-moi alors Les pourquoi vous êtes cliniques. ici. Bah, moi, je suis éducateur spécialisé. Après, juste pour reprendre les cliniques, pour moi, c'est très important la liberté dans la vision du soin. Le problème, c'est que la grille publique nous oblige, en fait, à avoir un système de fonctionnement qui est très dirigé déjà en amont. Et ça, pour moi, c'est mauvais. Ce qui compte, c'est que ça soit public, donc accessible à tous, mais que la direction générale de ces différents hôpitaux soit plus libre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et surtout, que les différents acteurs de ces hôpitaux puissent intervenir dedans. Et je travaille dans le médico-social, le sanitaire. Et voilà, on est en lutte depuis des années, en proie à des logiques managériales, de privatisation de nos services, de dégradation des conditions de travail. Voilà, de précarisation des métiers, voire même de disparition C'est des fou métiers, parce que c'est quand même un problème qualifient dans les boîtes. simple. Voilà, donc de sous-effectifs, d'utilisation d'intérimaires. Voilà, au quotidien, c'est ça qu'on connaît. On a aujourd'hui des lois qui s'imposent à nous. On a les lois qui visent à aller vers la prestation de services, qui visent à aller vers la marchandisation. On introduit aujourd'hui dans le médico-social des activités à l'acte. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital, ils sont en train de le faire dans le médico-social. Et il y aura les mêmes conséquences. Alors c'est très intéressant ce qu'il parle. Et quand il parle de la médication à l'acte, il parle de la T2A, à savoir des grilles tarifaires en fonction des actes, ce qui oblige un peu les hôpitaux à avoir à adopter une certaine... Enfin, c'est vraiment l'offre et le marché, c'est-à-dire ça coûte tant, ça coûte tant, etc. Et puis vraiment réfléchir en termes méta de ce qu'est le soin finalement. Par exemple, si vous faites un acte qui est remboursé juste parce que c'est un acte, est-ce que le fait qu'il soit bien fait va être compté dans la rémunération? C'est pas le cas. C'était le problème qu'il y avait avec notamment les... comment on appelle ça, vous savez, pour les femmes enceintes, quand on coupe le... Alors, comment ça s'appelle déjà? Bon, peu importe en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité de soins, elle n'est pas comprise dans cette tarification. Cette tarification, elle est inhumaine. De la même manière que l'homéopathie peut soigner des gens, non pas parce que c'est l'homéopathie, mais parce que quelqu'un qui est souriant, parce qu'il y croit, etc., c'est ça qui vous soigne. Bref, pour les cas traumatologiques de lésions, etc., c'est différent. Mais le concept s'extrapole suivant un facteur qui n'est pas nul. Voilà, c'est ça que je veux dire. Déshumanisation, perte de sens du travail, voilà, tout plein de tâches qu'on fait, tout plein de tâches d'accompagnement qui ne sera pas considéré comme des actes et donc qui vont disparaître. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est les tâches annexes ne sont pas comptées. Toutes les qualités qui sont... En fait, si vous voulez, ça vient lisser le tout comme si tout était égal. Mais les actes ne sont pas égaux en fonction du temps qu'on y passe, en fonction de l'énergie qu'on y met, etc. Et donc nous, on se rebelle contre ça, en fait. Et, c'est inhumain. Voilà, parce que c'est la disparition de notre essence, quelque part, les travailleurs sociaux. Nous, on est essentiellement des éducateurs. On ne garde pas notre montre, on n'agit pas à l'acte. Voilà, on ne compte pas ce qu'on donne, on donne. Voilà, et on accompagne. Il y a eu beaucoup de démissions au cours de l'année dernière dans le médico-social. La situation est catastrophique avec des professionnels qui tournent, en fait. Mais c'est de pire en pire. Moi, je travaille depuis 6 ans. Mais là, dans des institutions médico-sociales, en fait, on n'a jamais les mêmes interlocuteurs parce que les gens sont épuisés. Nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de collègues qui lâchent de plus en plus vite, qui rentrent dans le secteur et qui le quittent assez vite, finalement. Parce que c'est difficile d'assumer les rapports hiérarchiques aujourd'hui qu'on nous impose. C'est difficile d'assumer la perte de sens de nos métiers. Voilà. Bon, nous, on dit, on a un certain âge aussi, une expérience qui a fait qu'on a connu avant aussi un petit peu. Il faut se battre, et il faut résister, et il faut aller à l'encontre de ce qu'on nous balance. Nous, on est aujourd'hui dans notre boîte. Voilà, sur des projets de rapprochement associatif, de création de grandes entités, avec tout plein de hiérarchies, des N+1, des N+2. C'est comme ça aujourd'hui qu'on parle dans nos boîtes quand même, de gouvernance, voilà, espèce d'ingénierie sociale, de management. Voilà, il faut résister à ça. Mais par les idées aussi, et en développant les idées avec les gens, finalement avec les collègues, pour essayer de comprendre ce qui nous... Franchement, cet homme, il est très très pertinent, il est très intéressant, et vraiment, je trouve que pour le moment, c'est un très bon reportage.
dont la qualité des intervenants est vraiment présente. Ça fait vraiment plaisir. Nous arrive, voilà, et de prendre conscience de ce qui nous arrive. D'ailleurs, franchement, ça me met plutôt sur une bonne voie parce que moi, c'est un peu ce que je pense aussi. Et ça, j'en parle et j'en parlerai encore et encore. Et voir, en fait, ce rapport ce parallélisme qu'il y a entre ce que je pense et ce que ces soignants pensent est intéressant et rassurant, surtout. De conscientiser, en fait. Est-ce que vous trouvez que les Français sont suffisamment conscients de ça, de ce que vous vivez, des enjeux ? Alors, les applaudissements à 20h qu'il y a eu pendant le Covid, je crois que c'était pas vraiment une prise de conscience. Exactement. Et c'est surtout que ça suffit pas. En fait, c'est surtout que c'est ridicule. Aider les gens, c'est pas... c'est les soutenir, c'est dans la vraie vie que ça se passe. C'est pas en faisant des gestes un peu inutiles comme ça, non. C'est en allant voir les gens, en leur disant merci, en leur communiquant les différents axes qui rendent bien quelques actes. Par exemple, le fait d'aller voir quelqu'un et lui dire bon bah voilà, merci pour avoir travaillé davantage ou pour pas avoir compté, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes, mais le fait de clapper dans ses mains, c'est un peu ridicule. C'est un peu minime comme intervention. Enfin, je pense qu'on est fatigué. Moi, c'est pas par plaisir que je viens manifester, c'est par devoir. Parce qu'en fait, c'est aussi culpabilisant de devoir annuler ses rendez-vous pour venir manifester, mais il faut se faire entendre. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, pourquoi vous êtes là ? Pour soutenir nos soignants. On les a applaudis, il ne faut pas les oublier. Moi, je suis là pour les soutenir. Merci. On en a besoin. Est-ce que vous trouvez que les Français sont suffisamment mobilisés sur cette cause ? Non, je trouve qu'on les a oubliés. Intéressant. Moi, c'est mon point de vue. Donc, il faut que les gens se manifestent un peu. Après là, ça aurait été intéressant de justifier pourquoi est-ce que vous pensez que les gens ne sont pas assez intéressés par cette question-là. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord ? Est-ce qu'ils ont autre chose à faire, etc. C'est des choses qui m'intéressent. Parce que c'est vrai que ce problème-là, on l'observe. Par exemple, à Paris, maintenant, avoir un médecin, c'est très compliqué. Et puis, c'est-à-dire, si un médecin arrive et s'installe, il aura une semaine sur Doctissimo, et la deuxième semaine, ça y est, il est rempli. Il ne prend plus de patients. Donc, pourquoi est-ce que les gens ne s'y intéressent pas ? C'est une bonne question. Pourquoi ? Parce que je trouve que vraiment, ils ont besoin d'aide. Il faut les soutenir. Enfin, Ce qui me rend triste par rapport à toutes ces manifestations, c'est vraiment le côté, on a vraiment l'impression que ça sert à rien. Il n'y a pas de dialogue social. Le dialogue social ne mène à aucune décision intéressante. S'il y a un problème, le droit de manifestation, c'est ça en vrai. C'est de devoir dialoguer avec les manifestants quand il y a un problème qui est observé. Ça va rien changer leur manifestation. Et ça, c'est pas possible pour moi. Dans une France qui fonctionne, il faut que les manifestations changent réellement certaines choses. Et c'est pas grave si on se plante. C'est pas grave si on décide d'enlever la T2A parce qu'on considère que finalement c'est une déshumanisation du métier. Ce qui compte, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que si on enlève la T2A et que ça ne marche pas, on saura quel point de la T2A ne fonctionne pas et quel point de la tarification à l'acte fonctionnait. Et ça, c'est important. je suis là pour ça. Bonjour monsieur. Je vois que vous regardez la manifestation. Ouais. C'est pour les hôpitaux. D'accord. Manque de personnel, manque de financement. Ouais. Est-ce que vous vous sentez concerné ? Bien sûr. La santé, on est tous concernés par la santé. Ouais. Bien sûr. Vous pensez quoi, vous, de la situation à l'hôpital ? Je pense qu'il faudrait, au lieu de mettre de l'argent dans des trucs de guerre, il faudrait les mettre pour la santé à l'hôpital, non ? C'est plus intéressant à l'hôpital. Vaut mieux... Ça, c'est un peu naïf comme argument, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argumentation derrière. Quels sont les chiffres ? Est-ce que c'est comparable, etc. C'est compliqué, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le soin. Le problème, c'est que c'est pas efficace. Le problème, c'est que y a un manque de personnes, déjà. Pas forcément qu'un manque d'argent. Et il y a un manque d'humanisation du métier. Moi, c'est vraiment les points qui me préoccupent le plus aujourd'hui, parce que on est dans une démarche de il faut guider les gens à faire des choses, etc. Non. Il faut que les gens soient libres de faire leur métier. Et c'est pas grave si c'est pas le plus efficace qu'ils peuvent. Ce qui compte, c'est que ces gens-là sont capables de travailler longtemps, en termes d'années, de durée de vie, qu'ils apprécient leur travail, et que comme ça, on continue vers une amélioration des soins. Mais lentement, il n'y a pas besoin de se précipiter, etc. Par contre, le militaire, c'est important également. Donc c'est bizarre comme argument. Sauver des vies que donner la mort à d'autres vies, n'est-ce pas ? Un peu simple. Un peu simpliste.
Ok, donc en fait, il y a quelques centaines de personnes. Ça reste décevant, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de monde si vous voulez que leurs revendications soient entendues, mais bon. Alors au jour d'aujourd'hui, au vu de la pénurie de médecins, au vu de la pénurie d'infirmiers, ça devient intenable parce qu'on est obligé de fermer des lits, parce que les personnels travaillent dans de mauvaises conditions, parce qu'on ne peut pas accueillir tous les patients. C'est un vrai problème. Quand vous voyez qu'il y a des patients qui passent 48 heures aux urgences sur un brancard parce qu'on a la recherche de lits, c'est juste pas normal. Est-ce que vous diriez qu'on est dans la merde ? Ah bah ça c'est sûr, on est dans la merde. Hein. Et pas que pour les hôpitaux publics. Hein. Ce serait vraiment intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces lits, ce problème de lits. Est-ce que c'est vraiment un problème de quantité ? Moi je pense que c'est vraiment un problème aussi de qualité, parce que, donc quand j'entends la qualité, c'est la durée par exemple. Il y a des gens qui restent sur des lits alors que ça sert à rien, il y a des gens qui ne restent pas sur des lits alors qu'ils auraient besoin d'y rester. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment une... Parce qu'on a beaucoup d'hôpitaux quand même. Est-ce qu'il y a vraiment... Il y a trop de gens qui vont mal ? Pourquoi ? Est-ce qu'on pourrait améliorer la situation de ces gens ? Est-ce qu'on pourrait réduire la quantité de gens qui ont besoin de lits ? C'est pas forcément la quantité de lits le vrai problème. Peut-être qu'il y a un autre problème sous-jacent. Moi, je suis partisan du fait de dire que déjà, si on avait une hygiène de vie plus saine et un rapport à la nature et aux humains plus sains, on aurait moins de malades et des maladies moins graves. Ce qui, déjà, diminuerait le besoin des lits. Je vous signalerai que c'est tous les services publics qui vont à volo. Hein. Ils sont en train de tous les détruire. On est dans une politique libérale. Et pourquoi les Français réagissent si peu ? Parce qu'au final... Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, parce que individuellement, quand on leur en parle, il n'y a pas de souci. Dès qu'il faut se mobiliser, si ça ne rentre pas dans leur petit agenda personnel, ils ne bougent plus. Ça, c'est vrai, mais vous savez, ça c'est un très bon point, je trouve. Enfin, un très bon point. C'est quelque chose de très intelligent qu'a fait la société aujourd'hui, c'est qu'on est tellement occupé à faire des choses. Je veux dire, juste des démarches administratives, du travail. Voilà, par exemple, tu dis que tu travailles 7 heures par jour, mais c'est pas vrai. Tu travailles tout le temps, en fait. Le soir, tu es obligé de penser à ce que tu vas faire le lendemain, etc. Ça te prend toute ta vie. Et il n'y a pas le temps, vraiment, de se poser ces questions-là. Pour ça, il faut diminuer la quantité de travail. Déjà parce qu'elle sera de meilleure qualité si les gens ont moins de travail, et aussi parce que ça leur permettra de souffler et de réfléchir à ces questions-là qui sont importantes. Si vous voulez, c'est le problème de la linéarité. On essaie d'avoir le plus haut M, le plus M, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est réellement le coefficient. Ces problématiques, en fait, résoudre ces problématiques améliore le coefficient de n'importe quel secteur. Par exemple, dans le soin, ce sera la quantité, on va dire, le taux de patients soignés. En se posant les bonnes questions sur la manière qu'il y a de soigner les gens, on améliore la qualité des soins. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de travailler autant de temps. Et ça, c'est intéressant. D'autres explications, je ne sais pas. Les gens se mobilisent sur Internet, Twitter, machin, Facebook, ce que vous voulez. Mais dans la vraie vie, sur le réel, on ne les voit pas. Au fond, ils se sentent impuissants. Ils se disent que sortir dans la rue ne servirait à rien. Alors, si tout le monde avait fait comme ça en 1936, ils n'auraient jamais eu de congés payés. Donc, à un moment, il va falloir se secouer. C'est tout à fait vrai. C'est un point très intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens n'écoutent pas les gens dans la rue. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est pas forcément... Les manifestations, c'est intéressant, attention. Moi, je respecte beaucoup le fait d'aller dans la rue pour quémander un peu un dialogue social. Je pense que ce dialogue social, aujourd'hui, il est difficile à avoir parce que les gens ne vous écoutent plus dans la rue. C'est pour ça que j'essaie de passer par un moyen différent. Bon, alors moi, je suis vraiment très mauvais là-dedans, hein, mais je pense que, par exemple, YouTube, Internet, etc., fait beaucoup plus peser les choses. Par exemple, si tout le monde commence à... En fait, je pense qu'Internet a beaucoup plus de valeur que dans la vraie vie maintenant, malheureusement. C'est-à-dire que si tout le monde boycotte quelque chose sur Internet, les gens comprendront que c'est beaucoup plus grave que si ils travaillent pas un jour... Enfin, je sais pas en vrai ce que je viens de dire. Je sais pas trop. C'est intéressant. Mais je trouve que les manifestations marchent pas. J'ai l'impression que c'est surtout une opacité qui vous interviewe. Oui, une opacité du... Non. Une opacité du gouvernement, tout ça. C'est un média assez lié à l'extrême droite française. Pas du tout, madame. Pas du tout. Ça c'est vraiment n'importe quoi, ça. Je veux dire, les questions du reporter, elles sont très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut que quelqu'un... Ça, c'est vraiment ridicule, c'est abject. C'est vraiment abject. Je sais pas, vous êtes quel média ? Le média pour tous. Je connais pas. C'est moi, et je suis en face de vous et il n'y a que moi. D'accord. Il y a mon cadreur. D'accord.
pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. Voilà. Moi, je vous ai posé des questions qui étaient à l'extrême droite, mes questions. Voilà, mais ça, franchement, ça, c'est une bonne répartie ce qu'il vient de faire. Vraiment, il vient de bien démontrer enfin, peut-être qu'il est d'extrême droite, mais on s'en fiche. En fait, c'est pas du tout le propos. Comment dire, la discrimination selon l'idéologie des gens, c'est stupide. Ce qui est intéressant, c'est la cohérence des propos qu'il y a derrière, dans les domaines spécifiques. Là, on parle de la santé. Il n'a même pas donné son avis. Il pose juste des questions. Elle répond ce qu'elle veut. Non. Merci beaucoup, madame. Non, c'était des questions très pratiques, en gros de pourquoi et d'où ça vient. Après, je pense qu'on le sait tous, hein, il suffit de gratter un petit peu. Hein. Mais oui, il y a une vraie volonté de supprimer les services publics en France. Hein. Oui. J'ai travaillé 8 ans comme brancardier à l'hôpital d'Arpajon dans l'Essonne. C'était déjà le bordel. Et maintenant, quand je vais voir mes collègues de temps en temps, ils me disent « Tu te rappelles le bordel que c'était ?» Eh bien, tu n'as rien vu à côté de ce que c'est. Non, la situation s'est dégradée, on le voit en tant que patient. Hein. Oui. Non seulement on le voit, mais il y a des morts. Ça y est, il y en a eu un à Strasbourg qui a attendu 48 heures, je crois, aux urgences. Il est mort. Il y a un monsieur qui est mort. Les familles portent plainte. Plus tout ce qu'on ne sait pas. Maintenant, aux urgences. Pour aller aux urgences, vous êtes... Après, franchement, porter plainte, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas la faute des soignants. C'est la faute du gouvernement. Mais on peut pas porter plainte contre le gouvernement parce que personne n'en a rien à foutre. Si vous voulez, ça passe à la trappe. Il faudra lever d'autres leviers, si vous voulez. Voilà, on va voir quel levier on pourra lever, mais ça c'est un problème. Malade, vous avez un malaise. Il faut d'abord appeler le 15. Mais si vous avez un malaise, vous n'avez pas le temps d'appeler le 15. Donc quelqu'un vous emmène, admettons. C'est des anciens d'égalité et réconciliation qui sont... Oui, je sais. Tu sais. Je sais, mais tu te fais filmer par ces gens-là. Oui, mais tu sais comment ils détournent les choses. Oui, je sais, mais bon. Il n'y a pas de détournement en fait, c'est vraiment ridicule. Oh là là, la police de la pensée. Oui, on n'est pas en Iran, mais presque. Hein. Ouais. Oui, mais c'est très bien, t'as filmé, c'est très bien, donc ça sera vu. Il y a la police de la pensée, oui. Des anciens mais c'est une ancienne de quoi, on le sait. La NPA, je crois. NPA. Je sais pas, elle me dit quelque chose sa tête, mais je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre, mais elle me dit quelque chose. Bon, de toute façon, je parle. Un tatouage, quoi. Oui, non, mais je suis tatoué, ça y est. Non, mais déjà, Quelle discrimination. Déjà, je parle à qui je veux, je dis ce que je veux. Puis si ça lui plaît pas, c'est pareil. La tournure du reportage peu importe. est un peu rigolote. Elle, ça n'intéresse pas, mais il y a peut-être des gens qui te regardent que ça va intéresser. Mais par contre, finalement, si, ça a un rapport avec la santé. De manière générale, cette police de la pensée, elle nous évite, elle nous empêche d'aller dans la bonne direction. Ce qui est intéressant, c'est d'exprimer toutes ces opinions. Si les opinions sont problématiques, il faut qu'ils soient exprimés. Ils seront débattus et ce qui sera incohérent mourra. Le problème, c'est souvent du coup les axiomes, la base de ce qu'on croit, est-ce qu'elle est pertinente, enfin, est-ce qu'elle est crédible ou pas, et là, on est en dehors de tout ce problème-là déjà. Tu vois, bon, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que mes questions sont d'extrême droite? Je pose des questions aux soignants. Est-ce que l'hôpital est d'extrême droite? Est-ce que c'est d'extrême droite que de se... Mais l'hôpital, il n'est pas politisé. Enfin, c'est stupide. De la situation de l'hôpital. Bon, puis si tu ne parles qu'avec des gens qui ont tes pensées politiques, etc. Mais c'est fou. En vrai, j'aime beaucoup cette interview. C'est pas la peine. Moi, je parle avec tout le monde. Après, si tu me prends par l'oreille en me disant viens chez moi, si je veux pas y aller, j'y vais pas. Voilà, point. Mais ça n'empêche pas de parler. Ok. Je suis là parce que je suis en colère. Moi, je suis femme d'entretien. À Fontenay-aux-Roses, ils ont payé les aides-soignantes. Ils ont fait 4 mois d'appel. Nous, les femmes de ménage, ils ne nous ont pas payé. C'est pour cela qu'on est là. Ils vous ont pas payé? Non. Je comprends pas trop le problème. Non. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est prime c'est quelle prime là? C'est prime d'activité? C'est prime des primes Macron. Il a donné à tous les agents, quoi. Mais nous sommes des femmes d'entretien. Ils ne nous ont pas donné. Ils ont fait un rappel de 4 mois. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que j'ai dit à M. Macron, il faut penser aussi à nous. Il faut penser aussi à nous. Ok, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que s'il y a un problème, si les gens ne sont pas payés, ça n'a aucun sens. Après, c'est pas forcément Macron lui-même. Les femmes d'entretien, nous sommes délaissés. Nous sommes délaissés. Après, je suis d'accord, c'est vraiment un métier difficile. Enfin, c'est ceux qui sont les premiers sur place à nettoyer, etc. Enfin, c'est vraiment un métier pas terrible. En plus, t'as mal au dos tout le temps, etc. Donc, ces gens-là, il faut absolument, à mon avis, les protéger. Il faut leur donner des conditions qui soient bien, parce que moi, je veux pas, en fait, casser mon dos pour travailler. Je comprends que certaines personnes
puissent avoir envie de le faire, mais il faut un échange. Il faut que ce cassage de dos soit contre une rémunération plus élevée ou ce genre de choses. Si vous pensez qu'il est rentable de casser votre dos, entre guillemets, là je sais que c'est plutôt par un manque de choix plutôt qu'un choix stratégique, mais c'est un peu comme les boueurs, si vous avez une prime par rapport à ça, pourquoi pas. Nous sommes délaissés, c'est ça. Et où va-t-on, madame? Et je ne sais pas, c'est compliqué, un peu désespérant. La politique, elle n'est pas faite pour nous autres. Hein. Moi, ce que je comprends, c'est qu'elle est faite toujours pour ceux qui ont le plus d'argent et pas pour ceux qui ont le moins. Ça ne peut pas s'améliorer puisque c'est un régime qui tient que par le profit, en fait, qui cherche que du profit. Les directeurs d'hôpitaux, ils ne font pas du tout d'études médicales, ils font des études d'économie, des études de droit. Moi, j'ai parlé avec la... Ça, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend. Soit dit en passant, c'est quand même vrai, c'est quand même intéressant de penser que l'hôpital cherche une certaine rentabilité, mais c'est parce que c'est un trou dans la enfin, c'est un trou économique, l'hôpital. Le problème, c'est qu'ils s'engouffrent dans ce trou en pensant que ce qui va leur sortir, c'est de penser plus économique. Et c'est pas vrai. Ce qui va leur sortir, c'est de penser beaucoup plus humain. Et des problèmes réglés à de plus petites échelles. Directrice de l'EHPAD où est ma mère, eh bien, elle a fait des études de droit, d'économie, enfin Paris 1, tout ça, bon. Mais quand je lui demande des informations médicales par rapport à ma mère qui a la maladie d'Alzheimer, eh bien, elle me dit oh, moi je ne sais pas, il faut voir avec les aides-soignantes. Hein. Je ne sais pas si elle a eu ce médicament, elle ne connaît rien, enfin elle ne sait pas. Donc, mais par contre, pour payer, ils sont là. Après, les EHPAD, c'est faut payer cher. Hein. C'est différent. Il y a des aides de l'État, mais il y en aura de moins en moins. Donc ça va être très difficile, il va falloir, comme il a dit lui, eh ben quand tu arrives à l'hôpital, tu montes pas ta carte vitale, tu montes ta carte bancaire parce que sinon ça n'ira pas quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui font l'effort de solidarité, sobriété. Non mais sobriété pour qui? Pour nous? On n'en fait pas assez déjà. Yeah. Bon, merci à tous, en vrai super intéressant, très très bon. Alors, c'est pas forcément le média pour tout ce que je veux dire, mais cet intervieweur, ce reporter, franchement, il fait bien son travail. C'est très très intéressant à chaque fois et moi je suis pour continuer ça à fond. Laisser les gens s'exprimer, c'est parfait. Allez, à une prochaine.